Bonjour Abel Louis. Bonjour, Comment ça va? ça va. Ça va? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Abel Louis, j'enseigne dans un établissement privé secondaire catholique en l'ensemble Saint-Jean-Paul II, au collège Saint-Jean-Paul II. Donc voilà, et je suis aussi docteur en histoire et président de la Société d'histoire de la Martinique. Vous enseignez quoi? Histoire-géographie D'accord, et parce que vous dites EMC. j'enseigne et je suis aussi docteur en histoire. Vous enseignez l'histoire? J'enseigne l'histoire et la géographie. D'accord. Pourquoi vous êtes historien? Pourquoi vous êtes devenu docteur en histoire? En fait, c'était beaucoup de gens, moi, je pense que c'est le goût de cette discipline, du moins l'histoire en elle-même. Et après, ça a été un choix qu'il a fallu faire après avoir obtenu le baccalauréat. Oui, mais c'est pas banal. Vous auriez pu faire, je sais pas, vous auriez pu faire. Géographe. Ah, Mais vous vouliez être géographe. j'hésitais entre les deux. Donc, Et finalement, pourquoi vous avez décidé de faire l'histoire? peut-être que parce que justement, on raconte des histoires aux gens. Et Non. donc, vous êtes président de la Société d'histoire de la Martinique, qui est une vieille institution. C'est quoi? C'est une association? Oui, c'est une association qui a été fondée en 1955 par des passionnés Mhm. d'histoire, aussi des professeurs d'histoire et de géographie, et qui voulaient s'intéresser effectivement à l'histoire de la Martinique Mhm. depuis les temps anciens. Les temps anciens, c'est pas seulement depuis la colonisation, c'est tout ce qui s'est passé aussi avant, donc aborder l'archéologie, l'histoire des Amérindiens, donc voilà, les Kalinago. Mhm. Ces dernières années, on sent qu'il y a une demande d'histoire. Il y a un besoin d'histoire. Les Martiniquais, notamment en 2020, on a déboulonné des statues, il y a une revendication à connaître l'histoire ou à la voir différemment. En fait, quand on pense au contexte, ces jours derniers, il y a eu le bac de philo. Parfois, en philo, on apprend la relation entre mémoire et histoire. Est-ce qu'on ne confond pas les deux, finalement? Mémoire et histoire, c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Après, la mémoire fait appel effectivement à des choses du passé, mais l'histoire, c'est un champ d'études où on aborde à la fois plusieurs siècles en s'appuyant sur des faits précis, sur des documents d'archives. Mm. Et là, on ne peut pas théoriquement travestir l'histoire. Mhm. Mais même si nous constatons de plus en plus que certaines personnes détournent des faits historiques à leur avantage. Voilà, Pour servir une vision, voilà oui, une idée, une idée, parfois une idéologie. une idéologie surtout. Et alors vous, vous êtes intéressé par une période spécifiquement. Et des populations aussi. Vous avez beaucoup travaillé sur les libres de couleur en Martinique. Oui, Et tout à puis fait. la période est particulière, entre 1660 et 1848. Votre thèse s'intitule Les libres de couleur en Martinique, des origines à 1815, l'entre-deux d'un groupe social dans la tourmente coloniale. Pourquoi cette période? Pourquoi cette population? Le groupe social des libres de couleur, effectivement, apparaît avec la colonisation des îles par les Français, mais aussi par les Anglais dans la même ère géographique. Mhm. Donc, il était intéressant d'aborder un groupe social en fait qui n'avait pas pour but à l'origine d'exister véritablement, puisqu'il était issu des relations entre maîtres blancs et esclavisés noirs. Donc, en fait, c'est un groupe qui n'aurait pas dû apparaître en théorie, Dans mais une société hiérarchisée voilà, raciste qui où repose sur on avait d'un un côté les maîtres blancs et de oui, l'autre côté les esclavisés noirs. oui. Sauf que très tôt, dès les premiers dénombrements, donc 1660, on voit qu'il y a des nègres libres et des mulâtres, parfois libres, parfois simplement avec la dénomination mulâtre. Mhm. Donc on se demande donc justement qu'est-ce qu'ils viennent faire là, D'où ils sortent? d'où ils sortent. D'où ils sortent Et d'ailleurs? effectivement, ils sortent pour certains, donc pour les mulâtres en tout cas, des relations plus ou moins consenties entre maîtres blancs et esclavisés noirs.
plus ou moins consentie, la nuance n'est pas à son importance. Ah oui, puisque on sait très bien que au moment où les compagnies installent donc ces premiers colons français en Martinique, en Guadeloupe notamment, on a donc des individus qui viennent prendre possession de terres parfois qu'on concède gratuitement et ils viennent parfois accompagnés de quelques esclavisés. Donc, quand ils sont souvent célibataires, ces maîtres blancs, donc quand ils ont une ou deux esclavisées féminines, Mhm. ah ben, Ils font des voilà, enfants. il y a un moment où je dirais, des choses plus ou moins naturelles, plus ou moins voilà, Forcés. forcées se déroulent. Et ce groupe-là, dès les origines, ce groupe donc, de libres de couleur, ils sont libres. Donc, ce sont des hommes de couleur, donc métis, on peut le dire comme ça, Certains d'entre eux, oui, certains métis. d'entre eux, mais ils sont libres. Oui, ils sont libres. Après, le statut certains sont nés libres parce qu'effectivement, très tôt, il y avait une zone de non-droit où il n'y avait pas grand-chose pour eux. Et donc, les maîtres les affranchissaient selon leur bon vouloir. Et donc, ils étaient libres. D'autres ne l'ont pas été, forcément affranchis. Et puis, lorsqu'on a vu que de 4, 5 qui sont passés à quelques dizaines, alors à ce moment-là, je dirais que l'administration coloniale a commencé à s'interroger sur le fait de savoir s'il fallait les considérer comme des personnes libres ou comme des esclavisés. Mhm. Donc voilà, à partir du moment où on a commencé à faire des premiers règlements locaux, Mhm. où donc c'était la toute-puissance du maître qui décidait de l'affranchissement des esclavisés. Donc Mhm. progressivement, les choses vont évoluer et Mhm. progressivement, on va mettre en place une réglementation officielle basée vraiment sur à la fois la pratique dans les colonies et aussi sur le droit romain dont on s'inspire beaucoup. Pour dire quoi? Pour dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, où ils peuvent Pour, travailler, ce qu'ils ne peuvent pour dire pas. déjà comment on va les affranchir Oui. et effectivement au début ne se pose pas trop la question de savoir s'ils ont le droit de faire Mhm. certaines choses ou pas, mais ils sont très vite, dès 1660, certains d'entre eux sont des maîtres de case, donc ça veut dire qu'ils sont des propriétaires de l'espace qu'ils occupent. Donc D'accord. voilà, donc, même s'ils ne sont pas de grands propriétaires, ceux qui vont s'installer aux prêcheurs, par exemple, notamment, vont parfois même franchir la ligne de séparation avec les Blancs, donc dans les actes d'état civil. Donc, voilà. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire que les premiers, comme ils ne sont pas encore trop nombreux, disons, ils sont considérés comme des blancs. ils pourront, pour certains, être considérés comme des Blancs. Parce Voilà. que c'est écrit dans l'acte d'état civil. Dans l'acte d'état civil, soit on marquait l'annonce de métissage, soit on ne Mhm. la marquait pas. Et à D'accord. partir du moment où on a marqué une première fois et puis après ça disparaît, Oui. Ils sont devenus blancs. ils deviennent blancs, en tout cas jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est possible avant véritablement la réglementation qui va venir au siècle suivant. Et alors, vous êtes aussi intéressé à ce qu'ils deviennent et à leur pouvoir économique, marchands et négociants de couleur à Saint-Pierre. Voilà, vous vous intéressez à ça. Donc, ce sont des gens, c'est une population, c'est une classe, donc qui se construit en tant que classe, une classe entre les blancs et puis les colons et puis les esclavisés noirs, une classe qui devient, qui a du pouvoir économique, qui conquiert du pouvoir économique dans ce Oui, milieu-là. en fait, dès le début du XVIIIe siècle, les premières familles de noirs et Mm. métissés ce sont des artisans, aussi bien à Fort-Royal qu'à Saint-Pierre. Et progressivement, ils vont étoffer je dirais, leur pouvoir économique. Et ces familles qui étaient de simples artisans, ils vont devenir maîtres artisans, ils vont acheter des biens immobiliers, donc notamment des maisons en ville, dans les deux grandes villes coloniales. Et progressivement, ils vont s'élever au fur et à mesure à chaque génération. Mhm. Voilà. Certaines familles vont faire perdurer justement les biens qu'ils ont acquis. Mhm. Et vous vous intéressez, parce que vos livres sont variés, et vous avez écrit par exemple un ouvrage sur le livre et ses lecteurs. Vous Oui. avez écrit aussi un ouvrage sur le vin, enfin le goût de l'ivresse, on va y venir tout à l'heure, mais d'où vous viennent ces idées parce que c'est une histoire relativement récente en plus que vous explorez. C'est vrai que pour certaines thématiques, il n'y avait pas eu de travaux Mhm. pertinents dessus. Et donc, effectivement, parfois, effectivement, je fais office
je défriche justement certaines thématiques. Et donc, c'est intéressant d'aborder justement le livre et ses lecteurs, donc de voir qui étaient les professionnels du livre en Martinique. Donc, c'est marchands, 1799-1848. oui, donc les marchands papetiers, les premiers libraires, les premiers cabinets de lecture qu'il y avait à Saint-Pierre aussi, donc où on recensait plusieurs milliers d'ouvrages. Et donc, des gens pouvaient venir soit acheter, soit aussi louer des ouvrages qu'ils vont lire au mois et payer. Parce que en fait, c'est un coût, la lecture. Donc, il faut avoir les moyens. Et tout le monde n'a pas le temps, ce temps de loisir pour lire. Voilà. Mais avant l'abolition en 1848, il y avait plein de journaux aussi. Oui, il y avait des journaux commerciaux, administratifs, Il y avait des publicités qui aussi. paraissaient à Saint-Pierre en particulier, donc, notamment pour informer la population de toutes les arrivées de navires Oui. commerciaux qui venaient de la métropole ou d'ailleurs, donc parfois des États-Unis, parfois de l'Angleterre en fonction de la période. Et donc, l'information circulait pour ceux qui étaient déjà, qui savaient déjà lire. Donc, voilà. C'est qui ceux qui savent lire du coup? En général, ce sont les Blancs. Oui. Et après, il y a aussi quelques livres de couleur. Il y a après souvent quelqu'un qui savait lire, notamment parmi les affranchis, pouvait faire la lecture aux esclavisés, par exemple, sur la place à Saint-Pierre. Voilà. Donc, Et on apprenait où à lire? mais dans des écoles, des petites écoles laïques, aussi parfois auprès de précepteurs privés que les maîtres importants avaient pour leurs enfants. Voilà. L'éducation privée je dirais, au domicile familial à l'époque. Oui, pardon? Et puis, donc, de toute façon, au niveau des professionnels du livre, effectivement, il y a souvent certains métiers qui ont ce contact direct avec l'écrit, donc tous les professionnels de la justice, donc aussi bien les huissiers, les notaires et autres, qui travaillent directement avec des livres de jurisprudence notamment. Et puis, les marchands et les négociants vendent des livres, mais ne sont pas forcément toujours des lecteurs. Voilà, donc c'est si intéressant aussi de voir quels étaient les pourcentages dans chaque catégorie socio-professionnelle. Sur quoi vous travaillez? Donc l'historien, c'est pas, voilà, vous rêvez pas le matin en disant ah, je vais écrire le livre et j'écris. C'est pas de l'opinion, c'est de la recherche documentaire. C'est quoi les Oui, sources? ben, toujours les mêmes, hein. Donc c'est les sources d'archives, les sources primaires, donc c'est se rendre dans les centres d'archives, qu'ils soient ici en Martinique ou éventuellement aujourd'hui en France. Donc, C'est où, Aix-en-Provence? Aix-en-Provence ou éventuellement aussi à Paris, puisqu'il y a notamment, les centres sont éclatés, donc si on s'intéresse un petit peu, par exemple, à la franc-maçonnerie, il y aura un centre à Paris où aller consulter les fonds des loges maçonniques. Et effectivement, en général, pour les anciennes colonies, c'est Aix-en-Provence, où sont répertoriés certains fonds Et là, par importants. exemple, parfois vous étudiez les actes notariés, vous étudiez les actes donc, de succession, vous étudiez donc l'état civil, bien sûr, Oui. vous étudiez peut-être les registres de commerce, si on en trouve. C'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est souvent effectivement, au départ, acte d'état civil, registre notarié, Oui. et donc et aussi la presse commerciale qui est publiée, pour laquelle on avait des documents numérisés. Bon, après, il y a eu des petits soucis maintenant aux archives territoriales, donc elles sont plutôt tellement accessibles, mais bon, voilà, à cause de, à cause de, voilà, À cause des hackers qui avaient Ok. posé problème à une certaine époque récemment. Et vous avez donc écrit, il n'y a pas si longtemps, un ouvrage très particulier sur le goût de l'ivresse. Donc c'est sur le vin, les alcools, mais le vin. Et donc ça parle aussi d'alcoolisme d'ailleurs. Oui, à Ça la fin parle de aussi, l'ouvrage, effectivement. oui, le goût de l'ivresse en Martinique, le vin des élites, l'élite des vins, 1890-1900, la consommation de vin et d'alcool. Donc, qui est vraiment cette consommation d'alcool et de vin qui est un marqueur social à ces périodes-là. Oui, parce que dès le départ, au XVIIe siècle, lorsque les premiers colons arrivent, ils arrivent avec effectivement leur barrique de vin ou leur bouteille ou voire éventuellement leur petite bouteille de vin. Donc le rhum, le tafia n'existe pas encore. Donc il a fallu qu'on développe d'abord l'industrie sucrière pour voir les premières bouteilles de tafia sortir à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe. Donc c'est d'abord le vin qui est le lien culturel et social avec la métropole. Voilà. Et c'est un rappel aussi des origines géographiques de chaque
colons qui arrivaient en Martinique. Les libres de couleur en boivent? Ben, ils en boiront au fil du temps, donc c'est pour ça que c'est un nouveau, je dirais un nouveau public qui va découvrir ce qu'est le vin au fur et à mesure de leur élévation sociale aussi. Et les esclavisés, ils boivent quoi? Ah ben, en général, quand les maîtres leur permettent certaines choses, donc effectivement c'est du tafia, voire du rhum. Donc, mais je pense que comme parfois il y avait des vols et des chapardages, donc puis ils ont pu avoir accès aussi aux barriques de vin qui pouvaient être entreposées sur les habitations. La suite pour vous, c'est quoi, votre prochaine étude? Ce serait une biographie, mais sur la culture matérielle et en lien avec un individu qui a été maire d'une commune en Martinique. Sur quelle période? Toujours, en fait, de plus en plus, je m'intéresse maintenant, au début du XXe siècle. Et donc, D'accord. voilà, c'est à cheval entre la fin du XIXe et le début, Ce serait le qui? premier tiers. Ce serait qui? On sait? Enfin, vous savez, mais Et oui, je sais qui. vous pouvez nous dire? C'est un maire qui a marqué la commune du Vauclin, donc Louis-Joseph Landa. OK. Le mot de la fin, ce serait quoi, Abel Louis? Ben, que les Martiniquais s'intéressent à leur histoire et ne se contentent pas d'aller sur les réseaux sociaux. Merci, Abel Louis. Merci à vous.